Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Poké-Dollar, le Poké-Dollar du mois de mai. On va très vite rentrer dans le sujet maintenant que vous connaissez le format parce que j'ai beaucoup de cartes à vous présenter. Ça aura été un mois de mai très très riche sur PWCC, donc pas mal de cartes à voir avec vous. On commence tout de suite avec ce Lugia de Neo Genesis en édition 1 PSA 10, donc en US bien sûr. Alors forcément c'est une des cartes les plus rares et les plus recherchées du hobby anglais. Alors c'est pas forcément le cas en français et en japonais par exemple, mais c'est vrai qu'en US c'est l'une des plus grosses cartes de série. Vous avez le Dracofeu du set de base qui est bien entendu la carte à avoir de la première génération, le Lugia de Neo Genesis qui est la carte à avoir de la deuxième génération et le Rayquaza Star qui est la carte à avoir de la troisième génération. Grosso modo, ce sont vraiment en anglais les trois principales cartes des trois générations, finalement des trois premières générations différentes. En français, nous, on a pas mal de Shining, par exemple, les brillantes de Neo Destiny, de Neo Révélation, en édition 1 surtout, qui font partie des cartes les plus rares et les plus chères. Mais c'est vrai que en anglais, ce Lugia reste relativement indétrônable. On a eu des ventes en PSA 10 pour des montants extravagants. Et là d'ailleurs, ça se ressent aussi, même si ça reste un montant un petit peu plus mesuré pour cet exemplaire. Donc celui-là est parti pour 33 600 $ en PSA 10, donc le 5 mai 2023. Alors avant toute chose, il faut préciser que ce n'était pas un exemplaire très strong, c'est-à-dire que, vous le savez, il y a des PSA 10 qui sont plus forts que d'autres, des PSA 10 qui méritent plus le grade que d'autres. Celui-là, il n'était pas particulièrement strong, il y avait quelques micro-rayures, pas mal de micro-rayures mine de rien, sur la surface holographique. Alors on connaît les séries Neo Genesis, c'est une série très très difficile à faire grader, surtout sur ce genre de cartes. Pourquoi? Parce que ce Lugia, il y a une énorme surface holographique et donc de la place pour beaucoup de rayures. Mine de rien, c'est le principal problème et c'est pour ça que quand vous ouvrez des boosters Neo édition 1 de manière générale, que ce soit en français ou en anglais, c'est très très dur d'avoir du PSA 10 sur ces cartes-là. Pourquoi? Parce que elles sont très enclines aux micro-rayures. Vous avez souvent des micro-rayures qui apparaissent, c'est des séries où il y a pas mal de silvering aussi de manière générale, un décentrage assez marqué. Mais c'est vrai que les micro-rayures sur la surface holo, ça reste le principal problème de ces cartes-là, et donc Lugia fait partie des cartes les plus difficiles à grader. C'est un problème qui est moins présent en japonais, forcément. En japonais déjà, il y a un petit peu plus, il y a plus de boosters dans une display, plus de ces cartes-là ont été éditées, et c'est vrai qu'elles sont mieux conservées quand même à la sortie du booster, donc forcément quand vous les envoyez à la gradation, vous avez quand même une chance assez raisonnable de la recevoir PSA 10, ce qui est vraiment pas le cas en anglais et en français. Donc vous combinez le fait que la carte est déjà très très populaire, l'une des cartes les plus appréciées, un des artworks les plus appréciés de la deuxième génération, donc du bloc Neo. Vous combinez ça au fait que la carte est ingradable, très difficile à grader, vous allez souvent la voir en 8 ou en 9 en sortie de booster quand vous l'envoyez chez PSA, et ça vous donne forcément des montants astronomiques. Donc celle-ci est partie pour 33 600 $, encore une fois je l'explique, ce prix à cause du fait que c'était pas un exemplaire particulièrement strong. On a des cas particuliers, des exemples de Lugia PSA 10 qui sont partis au moment le plus fort de la hype, 2020-2021, pour des sommes vraiment assez déraisonnables comme 50, 60, voire parfois 70 000 $, même si effectivement il y a beaucoup de on-dit, il y a des personnes qui ont des intérêts, vous le savez, c'est toujours la même chose. Certaines personnes possèdent ces cartes-là et c'est dans leur avantage de dire qu'ils ont reçu des offres très très hautes. Donc toujours assez difficile de démêler le vrai du faux. Il faut toujours faire attention avec ça également quand vous demandez par exemple une estimation à quelqu'un et que cette personne possède la carte, il va avoir tendance à vous donner une estimation haute. C'est dans son dans son rôle et puis dans son intérêt de dire ça. Parfois, ça va être tout à fait vrai, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais méfiez-vous aussi, de temps en temps, il peut y avoir des surestimations, tant que vous n'avez pas de screen, tant que vous n'avez pas de preuves réelles que la carte est réellement partie pour ce prix, ou que du moins, il y a eu une proposition pour ce prix en question, c'est toujours assez difficile d'en être sûr. Donc ce Lugia est en population de 45, donc 45 c'est vraiment pas beaucoup pour une carte de cette époque-là. Encore une fois, c'est dû à la difficulté de grader ces cartes-là. 45, c'est l'équivalent du Rayquaza Star en termes
en termes de population en PSA 10, hein. Rayquaza est à 47, Lugia à 45, on est vraiment dans le même ordre d'idées. C'est des cartes très très difficiles à grader, hein, qui sortent assez mal de boosters, qui ont souvent des défauts récurrents. Donc voilà, celle-ci en tout cas est partie pour 33 600 $. Au niveau de l'historique, donc j'en ai trouvé une à 28 800 $. Après, c'est pas vraiment pertinent parce que là, c'est la dernière vente publique que j'ai trouvée. Donc je vous ai quand même communiqué le chiffre, hein, à 28 800 $. Mais sachez que sur ce genre de très grosses cartes, en général, les deals se font plutôt en privé, entre collectionneurs, sur Instagram, en MP de manière générale, quoi. Donc je sais qu'il y a des ventes privées qui sont parties pour bien plus haut que ça, mais ici, cet historique que je vous donne, c'est au niveau des ventes publiques, hein, de ce qui est réellement vérifiable quand vous avez notamment sur la base de données de PWCC, dans les Sales History, vous accédez à ce genre de résultats-là, mais bien évidemment, encore une fois, c'est pas représentatif des dernières ventes privées, hein, qu'il y a pu avoir potentiellement entre certains collectionneurs. Au niveau de la prévision, bon, je pense quand même que ça partira plus haut la prochaine fois. J'ai fait une prévision à 38 000 $, hein, ça me paraît relativement cohérent, entre 38 000 et 40 000 $. Par contre, cette prévision s'applique bien évidemment à un exemplaire légitime, à un vrai PSA 10, parce que là, bon, c'est pas que c'était un faux PSA 10, mais du moins, il était assez faible, ce 10-là. Donc, il faut aussi prendre en compte cet élément-là lorsque vous voyez passer des cartes comme ça. Donc, une prévision à 38 000 $, je pense qu'on va se stabiliser dans ces montants-là. Il n'y a pas de raison que ça monte d'un coup, mais ça me paraît quand même assez pertinent. Donc, voilà pour le Lugia, première carte pour laquelle j'avais beaucoup de choses à dire. On continue donc sur la deuxième carte que je voulais vous présenter. C'est un Latios Star de Xdeoxys en PSA 10 US. Il est parti donc pour 19 200 $, hein. C'est vraiment pas mal. C'est assez énorme, hein, il faut le dire, comme prix, je trouve. Donc le Rayquaza, bien évidemment, la version green. Les dernières ventes, on est entre 35 et 40 000 $, hein, pour la version, la version green, donc la version assez classique, entre guillemets, de Rayquaza Star en PSA 10. Et pour la version blue, hein, exemple, la version beaucoup plus rare, mais je vous en ai déjà beaucoup parlé, hein. N'hésitez pas à vous référer à mon compte Instagram si vous voulez avoir plus de précision, puisque j'explique bien ça sur les photos justement où je présente mes propres Rayquaza Star de collection. Et bien là, on est sur des montants bien plus importants, bien plus hauts, puisque en PSA 10, il n'y en a que 7 dans le monde. Bref, ici, là, on ne parle pas de Rayquaza, on parle de Latios, donc 19 200, c'est quand même pas mal, parce que c'est la moins appréciée des trois. Alors, il n'y a pas trop de différence entre Latios et Latias en anglais. C'est surtout en français, hein, qu'on a cette différence. C'est vrai que Latias est beaucoup plus apprécié que Latios, beaucoup plus rare aussi, même si Latios quand même est vraiment pas commun du tout. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu cet ordre de grandeur en français avec Latias et Rayquaza qui sont un petit peu au-dessus, hein, et Latios, le mal aimé des trois. C'est pas forcément une différence, hein, qu'on observe en anglais. En tout cas, donc voilà, 19 200 $, je trouve ça vraiment très très bien, surtout avec un historique à 12 000 $. Donc là, la carte est vraiment très très bien partie. C'était la même vente, hein, la vente du 5 mai. Et donc au niveau de la prévision, je pense qu'on va se stabiliser aux alentours de 20 000. Après, c'est une prévision haute que je fais, hein. Je suis assez optimiste sur cette prévision. Si je devais faire une estimation un petit peu plus conservatrice, je pense que je dirais aux alentours de 15-16 000 $. Hein. Ça me paraît très très bien, même si la carte perd un petit peu d'ici la prochaine vente, ça me paraîtrait tout à fait logique. Donc voilà, 19 200 en tout cas pour cette magnifique star de Xdeoxys, c'est déjà très bien. Alors là, on continue sur un petit Unicarp, hein, le Magikarp Tamamouchi. On en voit souvent passer, mais dès que j'en vois, bah forcément, je vous le présente parce que j'adore cette carte, hein, qui a une histoire exceptionnelle. J'ai fait une vidéo aussi sur le sujet, n'hésitez pas à vous y référer si ça vous intéresse, hein, si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de cette carte récompense, hein, de l'université de Saladopol. Donc elle est partie en PSA 9 pour 33 600 $, c'est vraiment bien, hein, c'est vraiment énorme comme prix. Je suis content parce que les trophies on le vend en poupe, alors je suis pas content parce que par rapport à ça, moi je pourrais pas en avoir de ces cartes là, plus le temps passe et plus elles sont difficiles d'accès, mais je suis content de voir que les gens leur donnent enfin tout le crédit qu'elles méritent et que elles ont réellement l'ascendant en ce moment. Ça fait vraiment plaisir. Au niveau de l'historique, donc la dernière vente que j'ai trouvée, c'était à 22 200 $. Attention, c'est une vente qui s'est passée quand même il y a pas mal de temps, hein. Alors, je sais plus exactement quand, mais il y a quelques mois déjà. Donc c'est plus forcément révélateur du prix actuel de cette carte. 33 600 en tout cas, ça me paraît vraiment un bon prix, hein. Je pensais pas honnêtement que la carte passerait le palier des 30 000 $ en PSA 9. Sur cette vente-là, en tout cas, hein, du 5 mai 2023, mais ça a été le cas, et donc ça fait vraiment, vraiment plaisir, une illustration magnifique, hein, la seule fois où Magikarp utilise l'attaque Dracorage,
Et la population est de 28, hein, c'est une carte qui a été de toute façon, hein, vous le savez, éditée à très peu d'exemplaires et assez difficile à grader, non pas parce qu'elle était éditée en mauvais état, mais surtout parce qu'elle a été conservée en mauvais état. Donc c'est la raison qui explique le faible nombre de ces cartes-là en PSA 9, PSA 10. Au niveau de la prévision, je pense qu'on va un petit peu se stabiliser. Ça m'étonnerait pas hein, qu'on se stabilise entre 25 000 et 30 000 $, hein, c'est pour ça que j'ai fait cette prévision-là. Je pense pas que la carte va monter encore plus parce que là ça me paraît déjà pas mal hein, par rapport au dernier prix de vente qu'on avait pu observer. Donc en tout cas c'est une carte historique, une carte magnifique, une véritable trophée, hein, on peut le dire, de notre hobby et donc on peut en être fier. On continue avec le Dracofeu Obscur de Team Rocket en édition 1, donc en anglais, qui est parti celui-ci en PSA 10 pour 4 680 $. Donc c'est franchement pas mal. Ça peut paraître assez peu, entre guillemets, c'est une somme énorme, hein, mais ça peut paraître assez peu pour une carte édition 1 holographique et un Dracofeu qui plus est en PSA 10. Mais sachez que en anglais, on a moins cette hype autour des Zolos de Team Rocket, hein, il faut le dire. En français, c'est vrai que c'est une série qu'on aime beaucoup. Alors les Anglais aiment beaucoup aussi hein, Team Rocket, mais c'est vrai que les cartes holographiques, comme on en voit pas mal, bah mine de rien, elles n'ont pas encore explosé et ça reste relativement trouvable. C'est un budget très substantiel, vous allez me dire, et c'est tout à fait vrai, mais ça reste quand même relativement accessible par rapport à d'autres exemples hein, qu'on peut avoir dans le Block Wizard. Donc ça, à nouveau, hein, c'est une spécificité américaine, hein, si vous ne le saviez pas. Donc ici, 4 680 $, c'est vraiment un très bon prix, puisqu'au niveau de l'historique, la dernière que j'ai trouvée, eh bien, s'élevait à 3 410 $. Donc là, la carte a vraiment pris plus de 1000 $ hein, sur des sommes un petit peu plus faibles, comme celle-ci, ça reste, c'est énorme, hein, c'est un quart de la somme. Donc franchement, c'est pas mal. Ce côté un petit peu plus commun, vous le ressentez au niveau de la population, puisqu'on est sur une population de 514, hein, donc vraiment beaucoup d'exemplaires de cette carte-là gradée en PSA 10. Ça s'explique notamment par le fait que y a pas mal de stocks à cette époque-là qui avaient été édités. Les cartes Pokémon avaient encore le vent en poupe, hein, on n'était pas arrivé au creux du bloc X, hein, début du bloc X, milieu du bloc X, c'était vraiment le creux, hein, très très peu de demandes, donc beaucoup moins de stocks également. Ce qui fait que à cette époque-là, Team Rocket, on avait pas mal d'ouvertures, beaucoup plus de personnes qui conservaient les cartes, qui en ouvraient, qui achetaient des paquets. Et donc voilà, on se retrouve avec plus de cartes. Donc 514, c'est pas mal hein, pour un Dracofeu de cette époque. Pas si facile que ça en plus à faire grader. Cette carte-là, ce qui est bien, c'est que l'effet holographique est assez sombre et assez peu présent, puisque le Dracofeu prend beaucoup de place sur l'artwork. Donc mine de rien, quand vous allez avoir des micro-rayures sur l'illustration, elles vont moins se voir. On va moins les remarquer, donc ça c'est un bon point pour la gradation. Après, ce qui va poser problème, la plupart du temps, ça va être le silvering hein, sur ce genre de carte, ainsi que les points de découpe au verso. Vous allez souvent avoir des petits problèmes de cut sur les coins ou sur les edges. Mais en tout cas, celle-ci est partie pour 4 680 $ en PSA 10, ce qui est vraiment très très bien. Là, on est sur la vente du 14 mai, hein, donc au milieu du mois de mai, alors que les cartes précédentes que je vous ai présentées, c'était plutôt début mai. Encore une fois, j'ai fait une sélection des cartes qui me paraissaient les plus intéressantes, hein, les plus pertinentes à vous montrer, puisque j'aurais pu en sélectionner des dizaines et des dizaines, mais mon but, c'est pas non plus de vous abrutir avec des centaines de cartes, hein. La vidéo serait beaucoup trop longue et puis ça serait beaucoup moins pertinent. Donc voilà, je fais maintenant un choix entre 20 et 30 cartes chaque mois à vous présenter. Au niveau de l'historique, donc on était à 3 410 $, comme je vous le disais. Au niveau de la prévision, je pense qu'on va se stabiliser entre 3 500 et 4 000 $. Donc voilà, j'ai fait une petite prévision à 3 800 $. Ça me paraît relativement convaincant parce que là, la somme me paraissait assez élevée quand même pour ce type de carte. On continue avec un Dracofeu Star PSA 9 de Île des Dragons, qui est parti pour 4 680 $ en anglais. En US, c'est franchement pas mal, c'est assez stable. L'historique nous montrait une carte qui était partie à 4 920 $ dans le même grade, hein. Donc là, 4 680, on est dans une stabilisation du marché, ce qui est assez révélateur de ce qu'on observe sur le marché US, hein, au niveau des stars notamment. Le marché US n'a pas forcément le vent en poupe, excusez-moi, et donc sur certaines cartes, effectivement, vous allez avoir certaines baisses qui sont constatées. Et sur les stars, par contre, elles se portent bien. Hein, ça reste, elles font partie des cartes les plus appréciées du hobby. Et donc, là, elles ne baissent pas outre mesure. Donc, on est sur une forme de stabilisation, hein, ce qui est assez révélateur de ce que j'ai pu observer sur les autres stars.
Donc voilà, ça me paraît relativement cohérent. J'ai fait une prévision à 4 300 $. Je pense qu'on va rester dans cette idée de stabilisation, voire de légère baisse, de légère correction. Ça me paraîtrait tout à fait logique. On est sur une carte qui est en population 483, donc c'est beaucoup, mais faut pas oublier qu'on est sur du PSA 9. Hein. En PSA 10, c'est bien évidemment vraiment inférieur en termes de chiffres, ça n'a rien à voir. On continue avec une très jolie carte de Alakazam, la fameuse Alakazam Masaki, qui est vraiment très très belle, très appréciée par les collectionneurs. Hein. Vraiment une carte très rare, très recherchée. Donc, vous le savez, hein, le principe des cartes Masaki, c'est que ce sont des holographiques, des Pokémon qui évoluent par échange. Donc, vous avez notamment Grolem, Ectoplasma, Alakazam. Ce sont des Pokémon qui évoluent par échange. Hein. Spectrum qui évolue en Ectoplasma par échange, Kadabra en Alakazam pareil, etc. Vous avez compris la dynamique. La seule exception au Masaki, c'est le Amonistar. Hein. Il y a un Amonistar Masaki, mais le Amonita évolue au niveau 40 en Amonistar. Il n'y a pas d'histoire d'échange. Mais voilà, c'est le petit clin d'œil. En tout cas, ces cartes particulièrement rares ont une population en plus vraiment faible. Hein. 36, vous avez vu, pour cette Alakazam Masaki. Donc c'est vraiment très très peu en termes de population, surtout pour une carte japonaise, qui plus est de cette époque. Elle est partie pour 4 680 $, c'est pas mal. C'est un prix qui semble vraiment cohérent par rapport aux dernières ventes qu'on avait pu observer. On n'est pas sur une montée fulgurante, on est sur une stabilisation. Donc sur des cartes qui ont déjà bien monté comme celle-ci, ça me paraît tout à fait cohérent avec le marché par rapport à ce qu'on observe. Donc au niveau de la prévision, je pense qu'on va rester aux alentours de 5 000 $. Peut-être une légère petite hausse sur cette carte, ça me paraîtrait cohérent. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez l'inclure dans votre collection, eh bien, il est encore temps de le faire, à mon avis. Hein. On va pas passer des montants supérieurs à ceux qu'on peut observer ces temps-ci. Ça reste déjà hors budget hein, pour pas mal de personnes, 5 000 $. Mais sachez en tout cas que, à mon avis, on va rester dans cet ordre d'idées-là pendant encore quelques temps avant que les Masaki n'explosent définitivement. Mais sachez que c'est vraiment des items de collection à part entière. Hein. Ce sont des cartes magnifiques. Vous pouvez aussi vous l'offrir en PSA 9. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce sont des cartes vraiment très très belles à avoir. On continue avec le Magikarp Fan Club, hein, ne vous trompez pas avec le petit logo Néo Révélation en bas à droite, hein, c'est bien le Magikarp Promo Fan Club, une carte vraiment très très belle, hein, magnifique, très très difficile à obtenir, également très dur à grader. Illustration de Ken Sugimori, donc c'est une carte qu'on retrouvait bien évidemment dans notre set Néo Révélation. Ici, la carte est partie pour 4 440 $, mais attention, c'est une PSA 8, hein, donc on n'est ni sur une 9 ni sur une 10, hein, c'est une PSA 8, carte vraiment très recherchée par les collectionneurs, hein, je vous laisse imaginer le montant maintenant de cette carte en 9 ou en 10, hein, on atteint vraiment des prix énormes, et puis c'est mérité parce que en plus d'être très très rare, cette carte est surtout très populaire, très appréciée, et puis c'est une carte fan club vraiment vraiment stylée. Donc elle est partie le 14/05/2023 pour la somme de 4 440 $, ce qui est assez peu, mine de rien, par rapport à l'historique, par rapport à ce qu'on aurait pu espérer. Elle était partie pour 6 900 $. La dernière vente que j'ai trouvée en PSA 8, en tout cas, c'était 6 900 $. Après, ne vous y trompez pas, en PSA 8, c'est assez fluctuant. J'aurais peut-être pu avoir une analyse plus pessimiste au niveau de cette carte-là si on avait vu une baisse significative sur du PSA 9 ou sur du PSA 10. Après le PSA 8 c'est différent, PSA 8 et les notes inférieures. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de collectionneurs qui déjà ne collectionnent plus à partir de ces notes-là. Ça peut constituer un frein pour certaines personnes. Il y en a qui sont pas très regardants au niveau de l'état, d'autres qui s'en fichent un petit peu de la note. Mais effectivement, il y a pas mal de collectionneurs exigeants qui, même sur des cartes très rares, très recherchées, très appréciées, très populaires, très belles comme celle-ci, eh bien, recherchent pour leur collection du PSA 9 et du PSA 10. J'en fais partie, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Hein, je fais partie de cette catégorie de personnes, donc je suis plutôt bien placé pour vous le dire. Et effectivement, le simple fait qu'elle soit en PSA 8, ça peut constituer un frein pour pas mal d'acheteurs, ce qui fait qu'on observe beaucoup plus de fluctuations au niveau des notes, parce que des prix de vente, pardon, parce que ça va dépendre réellement de ce que les acheteurs sont prêts à mettre à un moment T. Et si vous n'avez pas le profil intéressé par une PSA 8 lors de la Weekly Auctions de PWCC, eh bien la carte ne va pas partir très très bien, parce que encore faut-il la désirer dans cet état-là. Et ce qui est bien, hein, PSA 8, c'est near mint to mint, hein, donc c'est très très bien, surtout pour des cartes aussi rares que celle-là, mais toujours garder en tête quand même que PSA 8, c'est pas une note particulièrement noble et recherchée par la plupart des collectionneurs, donc ça peut aussi jouer.
dans le prix final et pas mal de fluctuations en tout cas sont possibles au niveau du prix de vente, contrairement à une PSA 9 ou une PSA 10 qui pour moi serait beaucoup plus stable en termes de prix de vente et garderait une ligne assez régulière avec une légère augmentation peut-être. En tout cas, au niveau de l'historique, bon ben voilà, on a eu 6900, là on a 4400. Moi je pense qu'on va continuer sur cette ligne un petit peu en dents de scie, hein. C'est pour ça que j'ai prévu un 5200 $ pour la prochaine vente, même si encore une fois c'est une prévision, rien de plus. Donc à voir un petit peu si l'avenir sera d'accord avec moi ou pas. Allez, on continue avec, on continue sur la lignée des promos avec cette fois-ci le Porygon également fan club. Donc voilà, très 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 belle carte, illustration vraiment très très cool de Imakuni. Hein. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ce type d'illustration très très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Je pense que c'est ce côté un petit peu excentrique, ce côté différent de cette carte qui la rend si attirante, qui la rend si recherchée. Et on n'en a pas deux comme ça, des Porygon, donc clairement en plus de sa rareté, c'est plutôt cool à avoir. Après, au niveau du prix, on reste encore sur des chiffres abordables. Encore une fois, on parle de très grosses sommes, j'en suis conscient, mais ça reste quand même relativement abordable par rapport à des cartes qui ont la même rareté et la même époque, enfin qui datent de la même époque. Donc ça reste quand même plutôt pas mal, 1710 $ en PSA 9. Au niveau de l'historique, on était à 1004, donc quand même une progression assez notable. C'est pas énorme, mais ça reste une progression plutôt cool, surtout quand on est sur des petits montants avec beaucoup de guillemets, encore une fois, comme ça, puisque une simple progression de 300 $, ça fait déjà un gros pourcentage sur la valeur globale de la carte, donc c'est vraiment bien. Population de 149 en PSA 9, donc c'est quand même relativement raisonnable. La carte reste trouvable, c'est pas ultra difficile de s'en procurer une, encore faut-il avoir l'argent. On continue cette fois-ci avec une carte de série, donc un Mew Expédition, première édition japonais en PSA 10 qui est parti pour 1170 $. Donc ça c'est un petit peu une carte fil rouge de nos Poké Dollars, puisque je vous l'ai déjà présenté à de nombreuses reprises. Au niveau de l'historique, la dernière vente connue s'élevait à 1260 $ sur PWCC. Là on est à 1170 $. Donc c'est pour vous montrer aussi qu'on est sur une certaine forme de stabilité au niveau des prix. C'est plutôt bien de voir que le marché il stay strong, comme diraient les anglophones. Il reste fort, il reste au même niveau. On n'a pas de montée fulgurante, mais on n'a pas non plus de baisse notable. Donc on est sur un niveau très très stable, et ça montre aussi que le marché est sain. Ça montre que c'est pas très très fluctuant, qu'on n'est pas dans une bulle. Voilà, on n'est plus du tout dans une période de hype comme on a pu l'expérimenter lors du Covid. Cette fois-ci, on est vraiment dans des objets de collection, et on les prend comme tels, comme objets de collection, et pas comme un objet de spéculation. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc 1170 $, c'est à peu près la même chose, comme je vous le disais par rapport à la dernière vente, 1260. Donc rien de spécial à noter sur cette carte. Je pense qu'on va rester dans cet ordre d'idées-là. Attention néanmoins, je parle beaucoup du japonais ces temps-ci. À mon avis, il y a pas mal de cartes sur lesquelles, si vous êtes amateur du japonais, en tout cas, vous devriez vous positionner, parce qu'elles n'ont pas encore la valeur qu'elles devraient avoir. C'est le cas notamment de pas mal d'ex du bloc X, de Star également du bloc X, mais aussi de certaines holographiques, notamment de la première partie du bloc du Original Era, donc l'équivalent du bloc Wizards, jusqu'aux séries Neo. À mon avis, il y a réellement des choses à faire à ce niveau-là, parce que les cartes sont encore relativement abordables et ça ne sera pas éternel, je vous le dis. Donc n'hésitez pas à vous positionner là-dessus si vous voulez encore avoir la chance d'obtenir ces cartes-là. Et sur le bloc X, voilà, certaines holos qui sont vraiment très très abordables, qui sont encore données, ça ne sera pas le cas éternellement. C'est pareil pour les X, c'est pareil pour les Stars. Ça commence à monter. On voit certaines séries, certaines cartes qui commencent à prendre pas mal d'envergure, pas mal de prix. Bon, sachez que ça reste relativement raisonnable pour du japonais encore, donc méfiez-vous, ça risque de ne pas durer éternellement. Moi en tout cas, en ce moment, mon conseil c'est vraiment de se positionner sur des cartes japonaises. Les e-series, donc là on fait partie des e-series avec Expédition, ont déjà monté, les prix sont déjà montés par le passé, donc la fluctuation va pas vraiment se voir au premier abord, à mon avis, sur ces séries-là, mais plus, comme je vous le disais, sur la première partie donc de Original Era et sur le bloc X. Voilà, après, ça reste quelque chose de subjectif. On verra bien si l'avenir me fait mentir ou pas.
On continue avec le fameux Karen's Umbreon, donc le Noctali de Marion de la série VS, illustration d'Hajime Kusajima, hein, qu'on aime énormément avec ses couleurs violettes hein, qui vont particulièrement bien avec Noctali. Donc c'est une carte vraiment sublime, très appréciée, hein, une holo que vous pouviez obtenir bien entendu dans les boosters VS. La pose du Noctali est magnifique, il y a très peu de Noctali ratés de toute façon dans le TCG. Celui-là est parti donc pour 2880$ en PSA 10. C'est un prix qui est vraiment très très haut pour une carte aussi commune. Alors quand je dis commune, c'est que effectivement conservé dans un état parfait et ensuite gradé en PSA 10, il y en a quand même beaucoup. Vous le voyez ici, une population de 511, c'est vraiment énorme hein, pour une carte japonaise, une carte de l'époque, donc il y en a pas mal qui ont été gradés, beaucoup qui sont revenus PSA 10. Pourquoi? Parce que ces cartes-là sont très très bien conservées. En général, quand vous les sortez de booster, vous avez de grandes chances qu'elles reviennent PSA 10. Elles peuvent revenir PSA 9, mais le PSA 10 c'est presque une norme hein, sur ce genre de cartes. Ça va dépendre du centrage après. Mais effectivement, ce Noctali est très très beau, très apprécié par les collectionneurs. Marion, qui est membre du Conseil 4, effectivement, de Johto, un dernier membre du Conseil 4, spécialisé dans le type Ténèbres, avant que vous combattiez Peter, hein, le maître de la ligue en deuxième génération. Donc, eh bien, sachez que, en tout cas, 2880$, c'est un prix qui est vraiment très 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 honnête. Hein, au niveau de l'historique, on avait un précédent prix de vente à 2640$, donc on reste sur une stabilisation, même s'il y a une légère progression quand même qui reste à noter. Je pense qu'on va poursuivre cette progression, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 3000$. Je pense qu'on va rester vraiment dans cet ordre d'idées-là. Il n'y a pas de raison que des cartes aussi populaires que celle-là commencent à baisser en prix, étant donné, encore une fois, je vous le répète, que vraiment en termes de popularité, on peut difficilement faire mieux que ce Umbreon, que ce Noctali. Allez, on continue avec une carte que j'adore, hein. Personnellement, je vous l'ai déjà présentée pas mal de fois sur la chaîne. Je la possède hein, moi-même en première édition à PSA 10, donc c'est le Nidoking Crystal, hein. Nidoking Crystal de Aquapolis, donc l'équivalent d'Aquapolis, Wind from the Sea, effectivement. La carte est partie ici pour 1770$, qui est un prix quand même très très honnête hein, pour du PSA 10, à mon avis. Elle est encore largement sous-estimée parce que c'est une carte qui est vraiment très belle, hein. Quand vous l'avez sous les yeux, vous vous rendez compte à quel point elle est sublime, elle brille de mille feux. Les cristals japonaises sont incroyables, elles sont incomparables. Depuis que je collectionne les cristals japonaises, personnellement, je ne peux plus collectionner les cartes cristal en français. J'ai d'ailleurs revendu mon Lugia Cristal français depuis que j'ai mon Lugia Cristal japonais première édition PSA 10, tout simplement parce que les couleurs, la brillance sont incomparables. C'est le jour et la nuit, c'est trop trop beau. Et c'est la raison pour laquelle j'aime tant ce Nidoking, qui est très très bien illustré, qui est très bien dessiné aussi, hein. La carte est vraiment sublime. Donc 1770$, ça paraît très très peu et pourtant c'est déjà plus hein, que l'historique qui s'était établi à 1440$ pour la précédente carte, hein. Ça paraît vraiment faible pour du PSA 10, donc moi je vous conseille vraiment de vous positionner là-dessus si vous êtes tout comme moi amoureux de ce type de cartes. À mon avis, ce sont vraiment des valeurs sûres et vous ne serez pas déçus à l'avenir de ces cartes-là, tout simplement. Au niveau de la prévision, je pense qu'on va continuer à monter, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 2000$, hein. Il n'y a pas de raison que ça se stabilise, en tout cas peut-être, mais que ça descende, je ne vois pas. Voilà, l'avenir nous dira encore une fois si j'ai raison ou pas. Population de 139, ce qui est relativement raisonnable, c'est pas non plus énorme, hein. On n'est pas sur les 511 cartes qu'on avait eu tout à l'heure sur le Noctali de Marion, mais 139 ça reste déjà relativement bien quand même. On continue avec une petite star vraiment magnifique, le Groudon Star, donc de X-Espèce Delta en PSA 10 japonais première édition. Non, X-Espèce Delta c'est Holon Research Tower en japonais, donc c'est la traduction hein, littérale du nom de la série. Donc voilà, c'est une carte magnifique. Je sais que Groudon et Kyogre sont pas les stars les plus appréciées, surtout au niveau des couleurs, hein. Moi j'avoue que je les adore, hein. J'aime quasiment tous les Pokémon chromatiques, donc Groudon ne fait pas exception. En plus, la pose que Fukuda a donnée à Groudon, je l'ai toujours trouvé particulièrement grandiose, particulièrement belle, avec cette idée de spirale bien sûr, et puis avec sa main comme ça devant qui semble nous attaquer. Donc voilà, en PSA 10, la carte est partie pour 2100$. C'est vraiment bien, c'est vraiment un très bon prix parce qu'au niveau de l'historique, eh bien, on avait la précédente qui était partie pour 1590$. Vous voyez ce que je vous dis sur les stars, elles sont encore abordables, mais ça va pas durer, hein. Quand vous commencez à voir les phénomènes de marché qui sont en train de se produire actuellement sur les stars japonaises, et pas que, hein, sur les ex aussi, et puis sur certaines Holo Wizards, vous vous rendez compte que eh bien, ça va pas être éternel, hein.
Donc déjà passer de 1590 $ à 2100, ben, ça me paraît être une belle montée, hein. On va voir si ça se confirme, on va voir si le prochain Groudon Star se vend au même prix, mais en tout cas, sachez que ça commence à bouger au niveau des cartes japonaises. Surtout que les Japonais eux-mêmes eh bien, envoient de plus en plus leurs cartes à la gradation. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment au niveau des collectionneurs et au niveau des intérêts de chacun dans la collection. De ce que voilà, les habitudes changent, on va dire, et il faut aussi apprendre aussi à vivre avec son temps, à repérer ces changements dans le marché, dans le comportement des collectionneurs et aussi des investisseurs pour pouvoir s'adapter et savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il est moins conseillé en tout cas de faire. Au niveau de la prévision, là j'ai été très 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 conservateur, hein. J'ai dit 1800 $, 2000 $ quoi, grosso modo, pour rester dans le même état d'esprit, une sorte de stagnation après cette montée, hein, assez importante depuis la dernière vente. Mais après, je ne serais pas non plus surpris outre mesure si le prochain partait pour 2300, 2400 quoi. Voilà, on est à l'abri de rien, donc on verra bien ce que ça donne. On est à nouveau sur une population assez semblable, hein, à ce qu'on a vu précédemment avec le Nidoking, 153. C'est globalement pas mal, sans être non plus énorme, hein. La demande n'est pas non plus infinie, enfin l'offre n'est pas non plus infinie. On continue sur le même état d'esprit, donc sur la même type de carte, Metalostar, hein, de la même série, donc espèce Delta, Holon Research Tower, plus apprécié hein, que le Groudon et que le Kyogre. Ça a toujours été le plus apprécié des trois en star, hein, je parle Metalos, quelle que soit la langue hein, d'ailleurs, hein, que ce soit en anglais, en français ou en japonais. Donc là, il est parti pour 2190 $, ce qui est plutôt bien quand vous voyez surtout que l'historique, la précédente carte vendue était à 1860 $. Donc là aussi, on a allègrement dépassé la barre des 2000 $. Au niveau de la prévision, bah moi je pense là pour le coup qu'on va continuer à monter parce qu'il n'y a aucune raison que cette carte qui est aussi populaire commence à stagner. Donc voilà, je vois bien une prévision à 2300 $. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On est à peu près sur le même type de population que le Groudon, 155, hein, on est dans le même ordre d'idées en PSA 10. Mais sachez en tout cas que eh bien, ces cartes-là, qui sont encore abordables, encore une fois, c'est très très cher, hein, c'est plus qu'un loyer, enfin en tout cas, enfin qu'un loyer, qu'un salaire, pardon, mais ça reste pour une carte de cette époque avec ce grade-là, une carte aussi appréciée qui plus est, ça reste relativement abordable. Hein, et dites-vous que dans plusieurs années, quand vous reverrez ces prix-là, eh bien, vous vous direz c'était quand même une belle époque. Hein. Il y avait quand même un monde où je pouvais encore m'offrir cette carte, alors que maintenant c'est plus possible. Voilà, je fais coucou à tous ceux du futur qui regardent cette vidéo dans 3 ou 4 ans. Sachez que, à mon avis, ça ne sera pas éternel en tout cas par rapport au prix qu'on voit actuellement. On continue avec une petite carte, tiens, pour changer, une Niveau X. Ça fait plaisir aussi de voir des cartes un petit peu plus récentes, hein, même si là on est, c'est pas non plus du tout récent, hein, c'est du 2009, hein, donc ça a été sorti, cette série est sortie donc Platine 4, hein, c'est la série Arceus, elle est sortie en 2009 au Japon, donc maintenant il y a quasiment 15 ans, hein, donc c'est vraiment c'est pas récent pour autant, c'est plus récent que les cartes qu'on a vues précédemment, mais c'est pas non plus très très récent. Donc voilà, pour 1920 $. Je voulais vous la présenter aussi cette carte parce que vraiment on est sur un prix de vente qui est assez exceptionnel. Hein. La dernière vente que j'ai trouvée c'était 800 $, hein, vous imaginez, 800 $ et là on est passé à 1920 $. Donc la cote a plus de doublé, enfin le prix est passé à plus de x2. Donc c'est assez hallucinant de voir ça. À mon avis au niveau de la prévision, donc c'est pour ça que j'ai mis 1200 $. On va un petit peu se stabiliser parce que 1920 ça me paraît vraiment beaucoup trop. Mais c'est toujours intéressant de voir quand même ce genre de mouvement de marché sur des cartes comme ça. Et ça montre aussi que le mi-vintage, mi-récent, enfin tout ce qui se passe en gros à la fin au début du bloc Diamant et Perle jusqu'à Hard Gold, Soul Silver, Noir et Blanc, eh bien on est dans une vraie phase d'expansion et que eh bien plus le temps va passer et plus ces cartes-là seront populaires, appréciées, demandées et rares. Donc méfions-nous effectivement de l'eau qui dort.
On continue avec probablement l'une des plus belles cartes du bloc X, mon ex préféré du bloc X, donc forcément il fallait que je vous la mette, le magnifique Celebi X de Force Cachée en PS à 10, en US bien entendu, pas en français. Cette carte-là est partie pour 8400 $, ce qui est vraiment très bien. Alors au niveau de l'historique, mais là je voulais bien préciser, hein, la dernière carte que j'ai trouvée en historique c'était 3300 $, mais attention, la dernière vente publique de cette carte c'était en décembre 2020. Décembre 2020, ça fait maintenant 3 ans. C'est vraiment beaucoup. Il n'y a pas eu de vente publique depuis. Il y a probablement des Celebi X US PS à 10 qui ont été vendus, qui se sont vendus en privé, très probablement. Mais dans ce cas-là, je n'ai pas l'information, donc je ne vous la communique pas. La dernière vente publique, en tout cas que j'ai pu trouver, hein, que ce soit sur eBay Vente Réussie ou sur PWCC Sales History, donc c'était cette fameuse vente de décembre 2020 pour 3300 $. Donc effectivement, ça montre que la cote a bien monté, mais c'est pas non plus révélateur de grand-chose, puisqu'en 3 ans, il s'en passe beaucoup des choses dans le hobby. Je pense que vous êtes toutes et tous très bien placés pour le savoir. Au niveau de la prévision, je prévois 6500 $. Je pense pas que ce prix va monter plus que ça outre mesure. Ça me paraît déjà très bien, 8400 $. Donc je pense qu'on va stabiliser aux alentours des 6000, 7000 $. Ça me paraît déjà très bien. Ceci dit, la population est seulement de 27. Hein, donc on est sur vraiment une carte très difficile à grader, très rare. 27, c'est très peu. Donc assez difficile de se procurer cette carte-là si vous la voulez en PS à 10. Donc ça fait partie aussi, bien évidemment, du prix. On continue sur Aquali Star en anglais PS à 10. Donc là, ce sont des cartes que je vous mets essentiellement pour vous montrer à quel point on est dans cette idée que je vous partageais tout à l'heure, hein, dont je vous parlais, c'est-à-dire cette idée selon laquelle les stars du marché anglais, du marché US, restent dans une même... dans une même lignée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de baisse significative, mais il n'y a pas de montée significative, ça stagne grosso modo. Vous avez des cartes anglaises qui baissent, c'est vrai en termes de prix, le marché anglais n'est pas au mieux de sa forme, on va dire en ce moment, mais au niveau des stars, du moins a fortiori au niveau des cartes les plus populaires du hobby, eh bien il n'y a pas non plus une baisse fondamentale de ces cartes-là. Donc on reste sur un niveau qui est globalement le même. Vous le voyez, hein, l'historique nous montre une carte qui était partie à 2070 $, et là on est à 2160, donc voilà, on est vraiment sur le même niveau, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de hausse. Les cartes populaires continuent à bien marcher, à bien fonctionner, à bien se vendre, malgré la petite baisse que l'on observe en ce moment sur le marché anglais. Au niveau de la prévision, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis, hein, je pense qu'on va toujours rester aux alentours de 2000 $, il n'y a pas de raison que cette stabilisation prenne fin de sitôt. Au niveau de la population, 105, c'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup pour une star, hein, en sachant que la plupart des stars en anglais PS à 10 ont une population inférieure à 100. Hein, on estime grosso modo que à partir du moment où une star passe 100 en termes de population, ben ça devient une star relativement commune. Alors, attention aux termes qu'on emploie, mais grosso modo, elle n'est plus dans la catégorie les stars les plus rares et difficiles à obtenir, en tout cas en PS à 10. On continue avec un Articodin, donc anglais à nouveau, première édition PS à 10 de Fossil. Donc là, c'est très intéressant aussi de noter que eh bien, des séries comme Fossil qui sont assez appréciées, et surtout des Pokémon très appréciés comme les oiseaux légendaires, hein, comme cet Articodin, continue à bien fonctionner. 3480 $, c'est une très belle vente, hein, je trouve, pour cet Articodin en première édition PS à 10 de Fossil. Il est parti donc le 22/05/2023, donc quasiment à la fin du mois là. Au niveau de l'historique, on était à 3000 $. Cette fois-ci, elle est partie pour 3480. C'est pas un mouvement énorme, donc RAS, hein, j'ai envie de dire, on n'a pas grand-chose à signaler sur ce type de vente, si ce n'est qu'il y a une légère hausse, à voir si ça va se traduire dans le futur, dans les prochaines ventes. Moi, je ne pense pas, je pense qu'on va rester dans le même ordre d'idées, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 3000 $, ça me paraît tout à fait convaincant. Au niveau de la population, on est à 137, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup pour une star anglaise, pour une carte anglaise, qui n'est pas si facile que ça à grader, mine de rien, hein, les holos de cette époque-là sont pas si faciles que ça à grader en PS à 10. Donc une population de 137, ça reste quand même relativement raisonnable, hein, comme pop. On continue avec un Celebi de Skyridge en anglais en PS à 10, une carte magnifique de Mitsuhiro Arita, une des plus belles cartes cristal qui existe dans ce hobby, effectivement. Donc en tout cas, peut-être la plus belle de Skyridge. Je dois avouer que je suis pas trop fan des cristals de Skyridge de manière générale, sauf le Celebi. Hein. Le Celebi est vraiment très beau, je trouve.
Donc là, en PSA 10, il est parti pour 2880 $. Donc c'est encore une fois, c'est très très bien. Franchement, avec un historique à 2310. Non, franchement, le marché se porte bien. Pas grand chose à dire. Les cartes populaires continuent à bien partir. Voilà, les Pokémon populaires comme Celebi, les cartes populaires comme les Crystals, les séries populaires, enfin tout ce qui marche, tout ce qui fait de mieux dans le hobby, les Crystals, les Shining, les Stars, les cartes comme ça, même les X continue à bien fonctionner, à bien marcher, à bien se vendre. Ça montre aussi que voilà, on reste dans une belle dynamique. 2310 $ pour l'historique, 2880 $ cette fois-ci. On est sur une progression stable, constante, petite progression, mais c'est pas non plus le bout du monde. Au niveau de la prévision, j'estime un 2600 $, donc je pense qu'on va rester à peu près dans cet ordre d'idée, avec une population de 178. Et oui, hein, on le sait, les e-series ne sont pas forcément très difficiles à grader, que ce soit Aquapolis, Expedition ou Skyridge par exemple, que ce soit en français ou en anglais, même en japonais. Les e-series restent les séries les plus qualitatives en termes de print. Hein. Vous avez jamais vraiment beaucoup de défauts en sortie de booster, il n'y a pas de points blancs, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas trop de silvering, donc les cartes comme ça, quand elles sortent de booster, en général, vous n'avez pas, bien entendu, vous n'avez pas un 10 assuré, mais en tout cas, vous avez une chance très très honnête d'avoir un PSA 10 lorsque vous sortez ce genre de carte de booster. Ce qui fait que on est sur des populations assez élevées quand même hein, sur les cartes de cette époque, ce qui explique ici 178, hein, qui paraît un chiffre assez important pour ce Celebi Crystal, alors que ça reste une carte très très rare quand même. Ensuite, un petit le Vénard No Rarity, ça fait plaisir de voir du set de base. Alors, set de base japonais, c'est bien joli, mais là, ici, c'est du No Rarity. Donc, No Rarity symbole, hein, petit rappel, petite piqûre de rappel pour ceux qui ne le savent pas. Vous avez l'absence du symbole de rareté en bas à droite de la carte. Hein, normalement, vous devriez avoir la petite étoile qui montre que c'est une carte rare. Ici, elle est absente. Ça correspond en fait au premier print du set de base japonais, considéré, abus de langage ou non, hein, à vous de décider, mais considéré comme l'édition 1 du japonais, puisque effectivement c'est le tout premier print. Pendant les toutes premières semaines, hein, ça a vraiment duré très peu de temps avant que finalement ça prenne le relais sur la véritable édition hein, donc du set de base japonais avec le symbole de rareté. Ça peut être présent dans certains decks très 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 précis avec des spécificités techniques dont je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler. Si vous voulez avoir plus d'infos à ce sujet, je vous renvoie à nouveau vers une vidéo qu'a faite Idir récemment sur sa chaîne. À mon avis, vous tapez sur YouTube Idir PKMN No Rarity, vous tombez assez facilement sur sa vidéo et il vous explique un petit peu en détail les moyens de différencier potentiellement les decks, enfin en tout cas les artefacts qui potentiellement pourraient renfermer du No Rarity, mais beaucoup de conditionnels, hein, vous le voyez, parce qu'il n'y a aucune certitude avec le No Rarity. Quand on ouvre quelque chose, on n'est jamais certain de tomber sur des cartes No Rarity, ça reste très difficile à jauger. En tout cas, sur ce, le Vénard, il est bien, No Rarity, là, il n'y a pas de doute à ce niveau-là, puisqu'on n'a pas le symbole de rareté. Elle est partie pour 3480 $. En PSA 9, c'est un très bon prix. Au niveau de l'historique, je n'en ai pas trouvé. J'ai pas vu, figurez-vous, de le Vénard No Rarity en PSA 9. J'ai vu des PSA 8. J'ai vu pas mal de PSA 8 disponibles dans les dernières ventes réussies de PWCC. Dernières enchères du moins, mais je n'ai pas trouvé de PSA 9 qui soit suffisamment récent pour être pertinent pour vous le présenter ici dans cette vidéo, parce que si ce sont des cartes qui datent de 2018 ou 2019, ça n'a plus vraiment de pertinence hein, avant l'explosion du prix du marché, donc je préfère ne pas vous le partager dans ce cas-là. En tout cas, 3480 $ pour une PSA 9, c'est assez honnête, hein, ça peut sembler être un prix vraiment élevé pour une simple holo japonaise, entre guillemets, du set de base, mais encore une fois, le No Rarity, vous savez à quel point c'est rare, à quel point c'est recherché par de plus en plus de collectionneurs, et donc le prix est tout à fait justifié, je pense, au niveau de la prévision, d'ailleurs qu'on va rester à peu près dans cet ordre d'idée-là, dans les 3000 $, population de 36, ce qui est peu, hein, ce qui est assez peu. Assez dur de trouver donc des cartes No Rarity dans un tel état, en état sortie de booster, c'est vraiment quasiment impossible de nos jours d'en trouver, en tout cas en RAW, donc des cartes nues non gradées. On continue avec donc un Kabutops japonais en PSA 10, première édition de la série Skyridge, hein, classique. Effectivement, donc la carte est partie ici pour 1470 $. Donc là, on observe une petite baisse quand même. Hein. On observe une petite baisse puisque l'historique nous montrait une vente à 1860 $. Là, on s'est stabilisé à 1470 $. C'est pas une baisse énorme, mais ça reste quand même assez intéressant à noter au niveau de la prévision. Je pense que j'ai coupé la poire en deux. Hein. Vous avez vu historique 1800, là une vente à 1400. Donc je me suis dit, allez, on fait une prévision à 1600. Comme ça, je me mouille pas. Je pense pas que ce sont des cartes qui vont forcément monter dans un futur proche.
accroche. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, les e-series en japonais, je pense, ces cartes-là ont déjà pas mal monté dans les années qui ont précédé, donc je ne pense pas que ce sont celles qui vont monter en priorité là. Je miserai beaucoup plus sur le début de Original Era et le Block X. En tout cas au niveau du japonais, 148 au niveau de la population, donc assez classique pour les raisons dont je vous ai déjà parlé précédemment. Un petit Reshiram qui fait plaisir, hein, Reshiram qu'on avait nous effectivement dans notre série Legendary Treasures, plus particulièrement dans la Radiant Collection, une série qui est sortie en 2013, hein, qui marque la fin du bloc noir et blanc. Effectivement, vous aviez des cartes sublimes. Pour moi, ce Reshiram est la plus belle carte de la Radiant Collection, qui était une sous-série hein, que vous pouviez trouver en parallèle des boosters Legendary Treasures, enfin que vous trouviez à l'intérieur des boosters Legendary Treasures, mais c'est comme une mini-série dans la série, si vous voulez. Et donc là, la version japonaise, première édition, illustration donc de Kagemaru Himeno, l'une des plus grandes illustratrices du TCG, avec Atsuko Nishida, énormément de pétales de rose, hein, ou de... On ne sait pas trop de quoi, mais en tout cas des pétales qui virevoltent au vent autour de Reshiram, une illustration très poétique, magnifique, hein, énormément de flow, hein, je trouve cette carte, je l'aime particulièrement. Et elle est partie ici pour 2520 $, donc c'est vraiment énorme. L'historique que j'ai trouvé à 660, bon, il n'était pas non plus très très récent, hein, il devait dater d'il y a quelques mois, mais quand même, de voir cet écart entre les deux dernières ventes publiques, de passer de 660 $ à 2520 $, c'est vraiment un changement du tout au tout. C'est assez phénoménal de voir ça, donc très très heureux de voir cette carte qui acquiert enfin ses lettres de noblesse, parce qu'elle le mérite. Une des plus belles illustrations de noir et blanc, hein, je l'ai toujours dit, même plus beau que le Mew X Full Art, je trouve. Donc je l'aime particulièrement. Ce très joli Reshiram de la Radiant Collection qui est parti pour 2520. Au niveau de la prévision, j'ai prévu 1500. Je pense que 2520 c'était quand même un petit peu une exception, donc je pense que le prix va se stabiliser et revenir en deçà de 2000 $. Au niveau de la population, 203, ça reste quand même trouvable, même si c'est pas non plus des 500 ou des 600 comme on avait pu voir tout à l'heure, notamment avec le Marion, le Noctali de Marion, hein, donc méfions-nous tout de même. Un petit Pikachu Monk, et là c'est oufissime, j'étais vraiment surpris. J'étais ultra surpris de cette vente. Pikachu Monk qui est parti pour 3720 $ en PSA 10. Normalement, cette carte se situe aux alentours des 2000 $, hein, et c'est le cas depuis très très longtemps. Hein. Donc vraiment, on a plusieurs historiques qui nous montrent un prix de vente à 2000 $. Vous pouvez voir sur PWCC, vous pouvez voir sur eBay. De toute façon, c'est une carte qui est relativement commune. On la trouve beaucoup. La preuve, hein, regardez-moi la population, 2234, c'est énorme. Il y a peu de cartes qui ont une population aussi énorme que celle-ci. Mais là, ici, c'est pas la rareté, c'est la popularité qui fait tout. Quand vous avez une carte comme ça, c'était une idée de génie. Hein, une carte qui est directement inspirée d'un tableau, hein, le tableau Le Cri. Effectivement, c'est une pure œuvre d'art et c'est tellement apprécié dans notre hobby. Les gens aiment tellement cette carte que on arrive à des prix déraisonnables. Hein. Rappelez-vous, il y a encore quelques années, on pouvait trouver des lots des 5 mugs pour 15 ou 20 €. Quoi, hein. Le Mimikyu, le Pikachu, le Brindibou, le Evoli, le Psychoquack, les 5, on pouvait les trouver à l'époque pour 20 €, 25 €. Et là, ça y est, on arrive à des 3720 $ pour une PSA 10. C'est hallucinant. C'est hallucinant pour ce Pikachu. Donc, à mon avis, on va revenir sur les 2000 $. Hein. Je pense que c'était une exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Donc, je pense qu'on va revenir sur des 2000, 2200 $ à peu près. C'est ma prévision pour la prochaine vente. Je pense pas qu'on va rester sur des montants comme ça. Ça serait assez insignifiant. Enfin, ça n'aurait pas trop de sens dans le sens où... ça n'aurait pas trop de sens dans le sens. Ça, c'est beau comme expression, mais ça n'aurait pas trop de sens dans la mesure où c'est une carte qui reste vraiment très 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 commune, qu'on peut trouver assez facilement. Donc je trouve qu'il ne faut pas non plus abuser et que 2000 $, c'est déjà très très bien pour ce type de carte en PSA 10. Ensuite, nous avons le Mew X de Créateur de légende en anglais qui est parti en PSA 10 pour 1350 $. Donc là, une petite baisse quand même à noter, hein, puisque au niveau de l'historique, on s'était établi sur une vente à 1890 $.
Donc là, on est à 1350, ça a un petit peu perdu. Après, est-ce que c'est révélateur de quoi que ce soit? Bon, pas forcément, mais je voulais quand même vous mettre cette vente-là parce que je suis assez fan de ce Mew. Je trouve que c'est une carte vraiment très très belle. Population 68, donc assez difficile à trouver, hein, assez difficile à trouver en PSA 10. Après, ça s'explique aussi par le fait que pas tout le monde n'a fait grader par le passé les ex du Block X. Hein. Grosso modo, les gens faisaient grader que les stars dans le Block X. C'est tout nouveau, hein, le fait de faire grader les ex et a fortiori encore plus les holos. Donc voilà, c'est plutôt cool quand même comme prix, même si à mon avis, au niveau de ma prévision, on va se stabiliser aux alentours de 1500, ça me paraîtrait quand même très très cohérent de retrouver un petit peu de peps pour cette carte aux alentours de 1500-1600 $. Je pense qu'elle le mérite parce que c'est quand même une illustration très appréciée de Ryo Ueda, de la série X, créateur de Légende. Ensuite, on continue avec Mew, encore un Mew X, mais un autre Mew X, hein, celui de Phantomolon cette fois-ci, sauf que là, c'est pas le Mew X de Phantomolon dans nos séries occidentales, c'est la promo japonaise, hein, vous le savez très certainement, elle n'était pas publiée dans la série au Japon, elle était publiée dans la Gift Box, dans la Mew Gift Box. Donc forcément, comme c'est une promo et qu'elle n'est pas si rare que ça, le prix ne s'envole pas. C'est la raison pour laquelle vous pouvez encore la trouver en japonais pour 780 $, ce qui peut paraître peu, mais ce qui est quand même beaucoup, hein, pour une ex-japonaise. Encore une fois, hein, je vous le répète, les ex-japonaises n'ont pas encore explosé, à part les ex de Force Cachée, hein, qui ont déjà pris énormément de valeur. Certaines ex d'autres séries aussi qui commencent à monter, hein, qui montrent des signes d'évolution en termes de prix. Mais en tout cas, de manière générale, les ex du Block X en japonais, même en PSA 10, restent encore abordables. Et ça fait partie des cartes dont je vous parlais tout à l'heure, hein, quand je vous disais allez-y, n'hésitez pas, c'est le moment, il faut tout donner dans le japonais parce que clairement je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. 780 $ pour cette carte-là, je pense que même si ça reste au-dessus de l'historique, donc de 630 qu'on avait pu voir lors de la dernière vente, ça reste quand même un prix relativement honnête et qui ne va pas rester éternellement comme ça. Population de 149, donc il y en a. Vous pouvez trouver cette carte, mais c'est pas non plus si évident que ça à trouver. Hein. 149, dites-vous qu'il y a que maximum 149 collectionneurs dans le monde qui peuvent avoir cette carte. Donc c'est quand on raisonne comme ça, tout de suite on remet les choses dans leur contexte et on se dit que c'est pas si énorme. Le petit Noctali X de Force Cachée, Golden Sky, Silver Ocean, bien sûr. Donc la carte est partie en PSA 10 pour 2130 $. Donc c'est vraiment très très bien, ça reste dans la norme, hein, 2000 $. Donc là ça fait partie par contre des ex du Block X en japonais qui ont déjà explosé, hein, qui ont déjà bien monté, mais c'est parce que c'est Noctali, parce que c'est un Pokémon très apprécié, parce que la carte est rare, elle est pas si facile que ça à grader, etc. Pour tout un tas de raisons. Ce Noctali, effectivement, est déjà pas mal en termes de prix, mais tout de même, hein, ça montre qu'il a encore du potentiel. On était à 2000 $ pile, hein, 2010 $ pour la dernière vente en historique. Là, on est déjà à 2130. Ça commence un petit peu à prendre du galon. À voir maintenant si on se stabilise. Moi, je pense qu'on va rester dans cet ordre d'idée-là, qu'on va pas monter. Hein, c'est déjà très très bien comme ça. Donc, je pense qu'on va se stabiliser aux alentours de 2000 $ pour la prochaine vente. On verra si l'avenir me donne raison ou pas. Population de 109. Donc une carte relativement accessible, même si encore une fois, je vous le répète, hein, 109, c'est pas non plus énorme pour du japonais, loin de là. Ensuite, nous avons le Voltali, Promo Play en PSA 10. Donc Voltali Promo Play, 20 000 points. Qui est une carte magnifique du tournoi Promo Play. Effectivement, nous, on la connaît dans notre série Ex-Gardien du Pouvoir, hein, en Occident, que ce soit en anglais ou en français. Elle est disponible en star, hein, comme Aquali et comme Pyroli en carte de série. Mais au Japon, elle était avant tout éditée pour les tournois Promo Play entre 2003 et 2007, avec les fameux Mentali et Noctali Star, dont je vous ai déjà rabâché les oreilles. Donc vous connaissez les histoires de toutes ces cartes-là normalement. Mais en tout cas, celle-ci, il fallait 20 000 points quand même, hein, pour l'avoir, donc c'était vraiment pas donné. Il fallait beaucoup jouer pour s'octroyer ce Voltali, qui est parti ici en PSA 10 pour 3600 $. C'est pas mal, c'est à peu près le même prix que l'historique, hein, 3360 $ pour le précédent Voltali. Ici, on est à 3006,
Donc on reste quand même sur un prix plutôt stylé, une hausse assez faible, mais je pense que on va rester dans cet ordre d'idée-là. J'ai mis une prévision à 3800$ parce que, selon moi, les promo play vont continuer à grimper à partir du moment où ce sont des cartes très populaires. Les gens sont friands de ce genre d'histoire, des cartes très difficiles à obtenir, avec beaucoup de points à la clé, où il fallait vraiment tryhard, etc. Ce côté très shonen, très manga, très animé. Les gens aiment bien, ils sont friands de ces histoires-là. Et en plus, les illustrations sont très belles, hein. Pyroli, Voltali, Aquali, Mentali et Noctalistar, des cartes très jolies. Donc je pense que ces cartes-là, on peut sans problème capitaliser dessus, et considérer qu'elles vont bien monter à l'avenir. Donc pareil, si vous avez les moyens et si vous ne savez pas trop quoi acheter, ça peut être aussi une source d'investissement très profitable, puisque ce sont des cartes que personnellement j'adore. Population de 97, c'est quand même beaucoup, hein. Population de 97, c'est pas mal pour des stars, pour des cartes aussi rares et aussi belle que ça. Et bien, population 97, ça reste quand même une belle population, donc ça veut dire qu'il y a moyen de faire quelque chose. La carte n'est pas introuvable, si vous savez où chercher, hein, vous pouvez assez facilement vous la procurer, donc franchement, n'hésitez pas, c'est pas non plus en dehors de votre portée. Voilà, c'était la dernière carte que je voulais vous présenter, hein. Finir sur une promo play, ça fait toujours plaisir, puisque déjà les stars, je les adore, et en plus les promo play, c'est également une de mes grandes spécialités, hein. J'adore ces cartes-là. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai essayé au maximum d'être rapide, de vous donner le plus d'informations possible tout en étant concis. J'ai conscience que j'ai fait 54 minutes de vidéo, donc forcément ça a duré pas mal de temps, mais au moins j'espère vous avoir intéressé, j'espère que c'était relativement condensé quand même. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch avec de nouveaux streams, que ce soit sur Instagram, pour continuer à vous partager de nouvelles informations et de nouvelles cartes, tout simplement, de ma collection. N'hésitez pas, c'est Requamaster partout, de toute façon, hein, Requamaster sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse. Je vous souhaite le meilleur, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde.